Et si la personne que vous aviez essayé de briser, était celle qui finissait par vous sauver, au cœur de Paris, un milliardaire nommé Étienne Marceau possédait tout ce que l'argent pouvait acheter sauf la compassion. Cloué à un fauteuil roulant et consumé par l'amertume, il rendait la vie infernale à chaque femme de ménage qui osait travailler dans son manoir. 3 avaient démissionné en larmes en quelques jours. Mais lorsqu'une jeune femme nommée Nora Delcourt franchit sa porte, pauvre, désespérée et armée d'une force tranquille, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Et elle voulait tester ses limites, elle allait tester son cœur. Rester jusqu'à la fin, car ce qui se passe à l'intérieur de ce manoir vous rappellera que parfois, les personnes les plus brisées sont celles qui nous apprennent à revivre. 3 femmes de ménage en 3 jours. Toutes renvoyées. Toutes quittant en larmes les grandes grilles de la Villa Marceau, la propriété la plus luxueuse de Neuilly-sur-Seine. Dans ces murs de marbre vivait Étienne Marceau, un milliardaire de 40 ans qui avait autrefois été charmant, admiré et envié jusqu'à ce que le destin le cloue dans un fauteuil roulant. Depuis, il avait bâti son royaume sur le silence, le contrôle et la cruauté. Il disait détester l'incompétence. En vérité, il détestait l'humanité, surtout la sienne. Et ce matin gris, une nouvelle victime s'apprêtait à franchir la porte. Avant de continuer, dites-nous de quel pays vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À exactement 7 heures, la sonnette retentit. Céline Harmon, l'intendante épuisée aux cheveux argentés relevés en chignon, soupira avant d'ouvrir. Sur le seuil se tenait une jeune femme, peau sombre, silhouette fine, regard timide et un sac usé serré contre elle. Vous êtes la nouvelle? Demanda Céline d'un ton sec. Oui, madame. Nora Delcourt. Je suis là pour le poste de femme de ménage. L'intendante la détailla de la tête aux pieds. Un agneau de plus pour l'abattoir. Entrez. Un seul conseil, ne prenez rien de ce qu'il dit à cœur. Ce n'est pas un homme gentil. Et si vous tenez jusqu'au déjeuner, vous aurez déjà battu le record. Nora déglutit. Elle avait besoin de ce travail. Sa mère, Claire Delcourt, était malade chez elle à Reims, et le loyer était en retard. Abandonner n'était pas une option. Le manoir était magnifique, sol en marbre, lustre en cristal, tableau digne de musée, mais l'endroit semblait lourd, hanté par le silence. Il est dans le salon, murmura Céline. Il va vous recevoir. Nora suivit le couloir, les paumes moites. À l'intérieur, un homme était assis de dos, regardant par la fenêtre dans un fauteuil roulant électrique élégant. Larges épaules, cheveux sombres, vêtements coûteux et une aura glaciale l'entouraient. Bonjour, monsieur Marceau, commença-t-elle doucement. Vous êtes en retard, coupa-t-il. Sa voix était froide au point de givrer le verre. Elle cligna des yeux. Monsieur, il est 7h05. Je suis arrivé à 7h. 7h signifie 7h, répliqua-t-il sèchement. Pas une minute de plus. Vous commencez déjà mal. Il se tourna. 40 ans, autrefois séduisant, aujourd'hui creusé par l'amertume. Ses yeux noirs ne regardaient pas les gens, il les transperçait. Quel est votre nom? Nora Delcourt, monsieur. Il le répéta d'un ton moqueur. Nom différent. Étrange. Bref, vos tâches sont simples. Nettoyer la maison, servir les repas, rester invisible et surtout, ne pas m'agacer. Vous pensez en être capable? Oui, monsieur. J'en doute. Il prit une feuille. Commencez par la bibliothèque. Réorganisez les 462 livres par ordre alphabétique d'auteur. Dépoussiérez chacun d'eux. Vous avez jusqu'à 13h. Nora sentit son estomac se serrer. C'était impossible. Monsieur, si je puis, vous pouvez soit commencer maintenant, soit partir maintenant, l'interrompit-il en tournant son fauteuil. Ses poings se crispèrent. Elle ne pouvait pas partir. Je commence immédiatement, monsieur Marceau. Il sourit faiblement, le sourire cruel d'un homme qui aimait voir les autres se briser. Pendant des heures, elle travailla comme possédée. Monter et descendre l'échelle, dépoussiérer, essuyer, trier, presque sans respirer. Ses mains brûlaient, ses jambes tremblaient, mais elle refusait d'abandonner. À 12h40, Étienne entra dans la bibliothèque. Elle était toujours là, la nuque perlée de sueur, déterminée à finir. Il reste 20 minutes, annonça-t-il. Je sais, monsieur, répondit-elle sans lever les yeux. Et elle l'observa, attendant l'effondrement. Mais rien ne va. À exactement 13h, Nora descendit de l'échelle. Terminé, monsieur. Il regarda autour de lui. Pas une trace de poussière. Bien, dit-il froidement. Maintenant, lavez tous les verres en cristal à la main. Je veux qu'ils brillent. Il sortit sans un mot de plus. Nora s'adossa à l'étagère, étourdie d'épuisement, mais elle ne renonça pas. Le reste de la journée fut un supplice, ordres impossibles, critiques incessantes. Dans un coin, une autre femme de ménage,
Manon Reynaud, ricana auprès du chauffeur, Julien démarrait point. Elle ne fera pas la nuit. Personne ne l'a fait. Vers 19h, Céline informa Étienne, monsieur, elle travaille encore. Elle ne s'est pas arrêtée une seule fois. Alors dites-lui de partir, grogna-t-il point. Pourquoi les traitez-vous ainsi? Demanda calmement l'intendante point. Parce que je le peux. Parce qu'elles finissent toutes par partir comme Élodie. Céline soupira et quitta la pièce. En sortant, elle vit Nora boiter vers la grille, épuisée mais pas brisée point. Vous êtes soit courageuse, soit folle, ma fille, murmura Céline point. Juste désespérée, madame, souffla Nora. Personne ne tient plus de 3 jours ici. Alors je tiendrai 4, répondit Nora avec un faible sourire. À l'étage, Étienne était assis seul dans son bureau, la regardant disparaître dans la nuit, troublé par un sentiment inconnu. Fierté? Respect? Non. Il ne laisserait pas cela arriver. Demain, il la briserait complètement. L'aube. Le corps de Nora hurlait de douleur, ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais elle se leva quand même. Elle embrassa le front endormi de sa mère. Je vais y arriver, maman. Je te le promets. À 6h50, elle sonna à la porte du manoir. Les yeux de Céline s'écarquillèrent. Vous êtes revenue? Oui, madame. Que Dieu vous aide, ma fille. À l'intérieur, Étienne était déjà éveillé, il dormait rarement. Les douleurs fantômes dans ses jambes et les souvenirs le tenaient éveillé. Faites-la entrer, dit-il. Quand Nora entra dans la salle à manger, il ne leva même pas les yeux. Aujourd'hui, vous nettoierez toutes les fenêtres dedans et dehors. 63. Puis vous laverez toutes les draps à la main. La machine est en panne. En panne, monsieur? Demanda-t-elle prudemment. Ça pose un problème? Aucun, monsieur. Bien. Et Nora? Oui? Si je vois une seule trace ou une seule goutte d'eau, vous êtes renvoyé. Elle hocha la tête et se mit au travail. Les heures passèrent sous un soleil brûlant. Elle montait, essuyait, polissait. La sueur trempait son uniforme, mais elle continuait. Quand Étienne passa et la trouva toujours au travail, il lança sèchement, trop lent. À ce rythme, vous ne finirez jamais. Je fais de mon mieux, monsieur. Votre mieux est pathétique. Il toucha une vitre fraîchement nettoyée. Là vous voyez? Une trace. Recommencez. Elle regarda. Il n'y avait aucune trace. Mais elle ne dit rien. Elle recommença. Il la fixait, attendant la colère, les larmes, la rébellion. Rien. Vous n'avez donc aucune fierté? Demanda-t-il soudain. Si, répondit-elle calmement. La fierté de travailler, d'aider ma famille. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, monsieur. Mais vous ne pouvez pas m'enlever ça. Pour la première fois depuis des années, Étienne resta sans voix. Quelque chose se fissura en lui. Il se détourna et partit sans un mot. Plus tard dans l'après-midi, il la trouva dans la grande salle de bal abandonnée, une vaste pièce poussiéreuse avec miroir, piano à queue et vieilles photos accrochées au mur. Elle essuyait un cadre lorsque sa voix fendit l'air, la curiosité est un péché. Elle sursauta. Pardonnez-moi, monsieur. Je faisais juste, regardez l'homme que j'étais, dit-il d'un ton amer en avançant. Avant l'accident. Avant que tout ne parte en fumée. Il fixa une photo de lui debout, fier, aux côtés d'une belle blonde Élodie Charpentier, son ancienne fiancée. Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour devenir infirmière. 3 mois après le crash, elle est partie. Elle a emporté mes cadeaux, ma fierté, mon avenir. Depuis, ce fauteuil est tout ce qu'il me reste et faire souffrir les autres est la seule chose qui me rappelle que je suis encore vivant. Nora resta immobile, le regard doux mais ferme. Alors vous la laissez gagner, dit Dash. Elle la fixa, stupéfait. Quoi? Elle vous a brisé une fois. Et chaque jour où vous restez amer, vous la laissez continuer à gagner. Ce fauteuil n'est pas votre prison, monsieur, votre colère l'est. Comment osez-vous? Je connais la douleur, l'interrompit-elle. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. J'ai abandonné l'école pour nourrir ma mère. La douleur ne nous donne pas le droit de blesser les autres. Elle nous donne l'occasion de devenir plus forts. La mâchoire d'Étienne se crispa. Sortez, murmura-t-il. Monsieur, dors, hurla-t-il. Elle partit en tremblant, certaine qu'elle allait être renvoyée. Mais ce soir-là, alors qu'Étienne était assis seul dans le noir, les mots de Nora résonnaient comme une musique dans une pièce vide. Le lendemain matin, Nora se présenta de nouveau, prête à affronter sa mise à la porte. Mais au lieu de la colère, elle trouva le silence. Aucun ordre, aucun cri. Jusqu'à 10h, lorsqu'une voiture noire arriva devant le manoir. Une femme d'une 60aine d'années en descendit, grande, élégante, digne.
Béatrice Marceau, la mère d'Étienne. Nora la salua timidement. Vous êtes nouvelle ici? Demanda Béatrice avec gentillesse. Oui, madame. 3 jours. Béatrice eut un petit rire triste. 3 jours? Vous devez être en acier. Quelques instants plus tard, Étienne apparut, nerveux. Maman, tu n'as pas dit que tu venais. Parce que tu aurais inventé une excuse. Il faut qu'on parle. Je suis occupé. Tu es mon fils. Tu vas trouver le temps. Dans la bibliothèque, derrière les portes fermées, les voix montèrent. Tu ne peux pas vivre ainsi, dit Béatrice. Tu punis tout le monde pour ce qui t'est arrivé. Je suis déjà ruiné. Non, tu te caches derrière ce fauteuil. Cette cruauté n'est pas de la force. C'est de la lâcheté. Dans le couloir, Nora continuait à dépoussiérer, mais ne pouvait s'empêcher d'écouter. La voix de Béatrice tremblait. Tu n'es plus le garçon que j'ai élevé. Il est encore là quelque part et je veux le retrouver. Quand elle sortit, ses yeux étaient humides. Elle s'arrêta près de Nora. Combien de fois mon fils vous a humilié, ma chère? Nora hésita. Étienne se tenait dans l'encadrement de la porte. Soyez honnête, dit doucement Béatrice. Il ne vous renverra pas. Plusieurs fois, madame, murmura Nora. Mais j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade. Béatrice se tourna vers son fils. Tu vois? Cette jeune femme affronte une vraie douleur tout en gardant sa dignité. Elle est plus forte que toi. Étienne détourna le regard. Puis, contre toute attente, Béatrice sourit. Nora, vous dansez? Danser? Nora cligna des yeux. Un peu, madame. À l'église, quand j'étais plus jeune. Bien. Alors vous danserez à notre gala caritatif dans 2 semaines. Quoi? Madame, je ne peux pas, vous pouvez, et vous le ferez. Nous relançons l'événement annuel pour la Fondation Lumière des Enfants. Et vous serez notre artiste. Le visage d'Étienne pâlit. Maman, non. C'est absurde. C'est décidé, dit Béatrice fermement. Si tu essaies de la renvoyer, je coupe ton financement et ton titre à la Fondation. Et juste comme ça, elle quitta la pièce, laissant employeur et employé dans un silence stupéfait. Ce soir-là, alors que tout le monde dormait, Nora se glissa dans la salle de bal poussiéreuse, alluma une lampe et commença à bouger. Pas de professeur, pas de miroir, juste son corps retrouvant la joie. Chaque faux pas était une leçon, chaque chute suivie d'un relèvement. Étienne vit la lumière sous la porte et jeta un coup d'œil. Elle était là pieds nus, tournoyant, échouant, recommençant. Et elle ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'envie. Elle avait encore la vie en elle. Le lendemain soir, lorsqu'elle se tordit le genou et tomba, il entra silencieusement. Ne bougez plus, dit-il. Monsieur, ça va? Non, ça ne va pas. Il posa une poche de glace sur son genou avec douceur. J'ai passé 2 ans avec des médecins. Je reconnais les blessures. Elle resta figée, choquée par sa gentillesse. Pourquoi faites-vous cela? Demanda-t-il doucement. Parce que je dois prouver quelque chose, murmura-t-elle. À qui? À moi-même. Que je peux être plus qu'une femme de ménage. Même si ce n'est que pour une nuit. Il la regarda longuement. Vous dansez trop raide, murmura-t-il. Ce n'est pas une question de force, mais de fluidité. Vous semblez bien connaître la danse, dit-elle prudemment. Avant, oui, admit-il. À chaque soirée, avec Élodie. C'était l'une des rares choses qui me faisaient me sentir vivant. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Nora demanda, m'aiderez-vous à choisir la musique? Il hésita. D'accord. Revenez demain soir. Pour la première fois en 2 ans, Étienne Marceau attendit le lendemain avec impatience. 2 semaines plus tard, le manoir brillait à nouveau, lustres allumés, fleurs partout, invités arrivant en voiture noire et robe de soie. Étienne portait un costume élégant, imposé par sa mère. Il avait l'air calme, mais son cœur battait fort. Béatrice accueillait politiciens, entrepreneurs et mondains. À 9h, elle monta sur scène. Bonsoir à tous. Ce soir, nous récoltons des fonds pour les enfants dans le besoin et nous célébrons l'espoir. Veuillez accueillir quelqu'un de très spécial, Nora Delcourt. L'estomac d'Étienne se noua. Il scruta la scène. Silence. Pas de musique. Les techniciens paniquèrent. Les haut-parleurs étaient morts, sabotage de Manon. Des murmures parcoururent la foule. Béatrice fronça les sourcils. Puis, Nora apparut. Pieds nus, portant une robe rouge profonde qui coulait comme du feu liquide. Elle sourit légèrement puis commença à taper dans ses mains. 3 battements. Encore 3. Le rythme résonna dans la salle. Un par un, les invités l'imitèrent. Mains frappant.
Pieds battants. La salle entière vibrait. Et elle dansa, sans musique. Fluide, farouche, libre. Lorsque le système audio fut réparé, elle ne s'arrêta pas, elle fusionna rythme humain et mélodie comme une tempête. Chaque mouvement racontait une histoire de survie, chaque tour défiait la gravité et la pitié. La salle était silencieuse non par ennui, mais par émerveillement. Puis elle regarda droit dans les yeux d'Étienne. Elle descendit de la scène, marcha vers son fauteuil roulant et lui tendit la main. Dansez avec moi. Il se figea. Je ne peux pas. Vous pouvez. À votre manière. Pendant un long moment, le monde retint son souffle. Puis il prit sa main. Nora se mit à bouger autour de lui, guidant doucement son bras, ses épaules, son regard. Ce n'était pas de la pitié, c'était un partenariat. La musique s'adoucit, le temps ralentit. Et pour la première fois depuis des années, Étienne Marceau sourit. Puis pleura. Lorsque la musique s'arrêta, il y eut un silence puis une explosion. Applaudissements, larmes, ovations. Toute la salle était debout. Béatrice se couvrit le visage en sanglotant. Son fils était de retour. Le lendemain matin, Nora se présenta comme d'habitude, s'attendant à être renvoyée. Au lieu de cela, Étienne l'attendait dans la cuisine. « Asseyez-vous » dit-il doucement. Elle s'assit. « Je vous dois des excuses pour chaque mot, chaque cruauté. Vous ne méritiez rien de cela. Et hier soir, vous m'avez sauvé. » Il lui donna une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une bourse. Je veux que vous étudiez la danse correctement. À temps plein. Je vais vous sponsoriser, vous et d'autres comme vous, grâce à un nouveau programme à la Fondation Marceau. » Elle resta sans voix. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? » « Parce que vous m'avez rappelé que la vie peut encore bouger même si moi, je ne peux pas. Mais peut-être que, je peux essayer. » Les mois passèrent. Nora commença une formation professionnelle et s'épanouit. Étienne retourna en physiothérapie. Les progrès furent brutaux, lents et douloureux. Une nuit, il voulut abandonner. Ça ne sert à rien, dit-il à sa mère. Toute cette douleur pour 2 pas. C'est alors que Nora entra. Non, dit-elle fermement. Vous n'abandonnez pas maintenant. Vous m'avez fait croire que je pouvais danser à nouveau. Maintenant c'est mon tour de vous faire croire que vous pouvez vous lever. Et elle vint chaque matin, l'encourageant à chaque mouvement tremblant, célébrant chaque centimètre gagné. 6 mois plus tard, la Philharmonie de Paris brillait sous ses lustres, chaque siège en velours occupé. Le public frémissait d'impatience, critiques, artistes, philanthropes, et inconnus venus après avoir entendu parler d'une danseuse miraculeuse de Reims dont l'histoire inspirait déjà la nation. Derrière le rideau, Nora Delcourt se tenait en silence, vêtue d'un costume blanc fluide. Son cœur battait fort, mais ses mains étaient stables. À cet instant, elle n'était plus une femme de ménage qui avait osé rêver, elle était une artiste prête à parler sans mots. La musique commença, des accords de piano lents et mélancoliques, battant comme un cœur. Elle entra sur scène. Chaque mouvement racontait un chapitre de sa vie, le rythme des sols récurés, l'épuisement des longues journées, le poids de la maladie de sa mère, l'humiliation subie en silence. Puis la mélodie changea, plus douce, plus libre, la danse devint un poème de résilience. Ses bras s'ouvrirent comme des ailes, ses pieds glissèrent, son corps n'était plus alourdi par la souffrance, mais porté par elle. Au premier rang, Béatrice et Claire pleuraient. Mais celui qui changea le plus était Étienne Marceau. Il resta immobile d'abord, ses mains agrippant les poignées de son fauteuil. Puis, lentement, il posa ses cannes à ses côtés. Avec un effort visible, son corps tremblant, il se redressa, une main sur chaque canne, et se leva. Le public s'exclama. Pour la première fois en plus de 2 ans, il se tenait debout, les yeux fixés sur la scène, des larmes brillant alors qu'il regardait Nora tourbillonner dans un halo de lumière et d'émotion. Chaque pas qu'elle faisait reflétait son propre combat intérieur, chaque mouvement était un symbole de renaissance. Quand la dernière note s'éteignit, elle s'inclina profondément, la poitrine haletante, les yeux brillants de gratitude. La salle resta silencieuse un instant puis explosa. Des applaudissements tonitruants remplirent la salle, montant comme une vague impossible à retenir. Et au milieu de tout cela, Étienne Marceau, debout sans aide pendant 45 secondes tremblantes, applaudissait plus fort que tous, non pour la danseuse, mais pour la femme qu'il y avait appris à revivre. Des mois plus tard, une nouvelle enseigne fut inaugurée. École Nora Delcourt de danse et des arts soutenue par la Fondation Marceau. Une école à Reims pour les jeunes défavorisés, leur offrant une chance que Nora n'avait jamais eue. À l'extérieur, Étienne était assis dans son fauteuil, 2 cannes à ses côtés, capable maintenant de faire une 12aine de pas, mais surtout capable de vivre à nouveau. « Vous l'avez fait » lui dit-elle doucement. « Non » sourit-il. « Nous l'avons fait.
Vous m'avez appris que le courage ne consiste pas à marcher mais à se relever, encore et encore. Ils regardèrent les enfants courir dans le bâtiment, riant, remplis de rêves. L'homme qui autrefois brisait les autres avait appris à les reconstruire. Et la jeune femme venue nettoyer les sols avait fini par nettoyer une âme. Parce que parfois, une danse, un acte de courage, peut changer deux vies à jamais. Et lorsque la musique se tut, alors qu'Étienne se tenait sur ses jambes tremblantes, regardant Nora faire sa dernière révérence, une vérité devint indéniable. Parfois, un seul acte de courage peut ramener deux âmes à la vie. Mais dites-nous, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a changé votre vie d'une manière inattendue? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Et merci d'avoir regardé Storyteller français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.